Bonjour à vous et bienvenue dans cette deuxième partie qui reste une vidéo assez indépendante de la première en présence de Irena Listopad que nous avions donc eu déjà l'honneur d'interviewer une première fois. Je suis comme d'habitude avec Irina et moi c'est Charles. Donc pour une brève présentation pour ceux qui n'auraient pas vu la première vidéo, Irena s'y présente, est docteur en philosophie. Elle a soutenu sa thèse à Paris à l'école des hautes études en 2016. Elle est également l'autrice d'un ouvrage de philosophie médiévale qui s'appelle Un platonisme original au XIIe siècle et qui est paru chez Brepols, une maison d'édition spécialisée dans l'international au niveau des sciences humaines en 2021. C'est quelqu'un avec un profil assez riche, ayant également servi d'interprète, de traductrice et ayant une intervention à l'initiative culturelle du Printemps ukrainien, qui a été organisée par l'Institut culturel ukrainien en France en 2022. Bonjour Irena. Merci beaucoup d'accepter à faire cette vidéo très intéressante avec nous. Bonjour Irina, Charles, je suis très contente d'être là. Du coup, dans cette deuxième partie, on va se focaliser un petit peu plus sur votre cœur de métier. On va vraiment essayer de se spécialiser dans la philosophie cette fois. On avait conclu la dernière fois en parlant donc de l'université que vous aviez fréquentée et de son histoire. Peut-être pourrions-nous reprendre un petit peu là-dessus et voir ce que vous auriez à nous dire sur les enseignements que vous avez suivis là-bas. D'accord. Ok, je vais préciser tout de suite. Nous allons parler de l'ancienne université et de l'enseignement qui avait lieu il y a 400 ans, qui a duré 10 ans, contrairement à mon parcours de 6 ans de master. Voilà. Donc, je vais commencer par rappeler les faits principal de l'histoire de l'académie pour ceux qui peut-être n'ont pas vu le vidéo. Donc, nous allons aujourd'hui parler des périodes entre 1632 et 1815, dès la fondation officielle de l'académie et jusqu'au moment où elle était fermée par le pouvoir russe et transformée en académie orthodoxe. Parce qu'au début, elle était créée comme Académie latin. Et une idée, c'était créer une académie latin qui donnait l'éducation en latin pour les gens orthodoxes ukrainiens. Parce que l'Ukraine faisait partie à l'époque de Grande-Duchesse de Lituanie et elle était orientée plus vers l'Europe. Et en gros, à l'époque, tout l'enseignement s'était orienté vers l'Europe. La langue d'enseignement et de bureaucratique, c'était latin. Donc, ça avait du sens d'enseigner en latin. Et la population locale, ou plutôt l'aristocratie locale ukrainienne, elle était déjà à l'époque orientée à ces Ukrainiens. Et comme la majorité de universités étaient catholiques jésuites, ils avaient peur que les élèves, après avoir étudié dans cette université, deviennent catholiques, ce qui était souvent le cas. Donc, voilà, 1732, Pierre Mohela, Petro Mohela fonde une université orthodoxe, mais latin. Déjà, pour vous rappeler à quoi ça va ressembler, je peux vous montrer quelque chose. Je vous montre l'argent. C'est ça va bientôt apparaître. Donc, c'est en monnaie de 500 hryvnia ukrainiens, à peu près l'analogue de 11 euros aujourd'hui. Et vous voyez Académie Mahela de Kiev sur cet argent. Ça apparaît, C'est pas pour Voilà, ça y tout. est, hop, on le voit. Voilà, donc c'est pour montrer que c'est vraiment un monument national qui mérite d'apparaître sur l'argent. Ça fait de partie de notre patrimoine. C'est le bâtiment du 19e siècle que nous avons vu la dernière fois. Donc, c'est dans ce bâtiment-là qu'il y avait lieu les études. Voilà. Donc, concrètement, ce qui s'est passé là-bas.
il y avait des étudiants qui venaient à l'université, à cette université qui s'appelait Académie à l'époque. Donc, à l'époque, il y avait deux établissements d'enseignement supérieur, c'était université et académie. La différence que académie, c'était plutôt religieux, université, ça devenait petit en petit plus laïque, plus ou moins. Mais encore, différence principale, c'était académie, c'était fondé par les jésuites à l'époque, majoritairement. Et ça, c'était académie fondée par les orthodoxes. Et donc, les études en entier, le cycle études entier a duré 10 ans. Donc, c'était un grand engagement de la part d'étudiants. Et Mais maintenant, on c'est fait le rare. docteur moins qu'avant, ils ont fait les études en philosophie. Oui. Alors, déjà, c'était pas en philosophie en entier. Ah, pardon. C'était Depuis quoi? le début, Oui, qu'est-ce oui, c'était qu'ils ont quoi? appris pour que... Mhm. Ils apprenaient, d'après le cycle d'études, 4 ans, c'était la langue, les langues, latin et ancien slave, mais vraiment de zéro à un niveau assez supérieur. Ensuite, il y avait 2 ans de philosophie et 4 ans de théologie. Mhm. Donc, premières 4 années, c'était étude de la langue. Les élèves qui arrivaient, et souvent, la plupart des cas, ils savaient pas du tout parler latin parce que il y avait assez peu d'établissements en Ukraine où ils pouvaient apprendre ça. Donc, 4 ans de latin, il y avait c'était 4 classes qui s'appelaient Fara, Infima, Grammatica, Syntaxima. Des règles de base jusqu'au moment où l'étudiant est capable de produire le discours. Et d'ailleurs, produire le discours, c'était quelque chose de demandé à l'époque. L'aristocratie, les gens religieux, ils embauchaient les étudiants pour qu'ils donnent les discours pour des occasions différentes, mariage, enterrement, voilà, quelqu'un obtient un poste, etc., etc. Donc, ouais, c'était en carrière une façon de gagner de l'argent et beaucoup d'étudiants ont passé 4 ans juste pour être clerc et pour pouvoir écrire le discours à côté. Mhm. Euh, Oui, donc, donc en fait, si j'ai bien compris, ils ont euh, fait espèce de présentateur showman, mais à l'ancienne, en élite, intelligentsia, quelque chose comme ça, oui, on peut dire. oui, c'était un peu le cas. Enfin, voilà, c'était ce que les personnes éduquées faisaient à l'époque, Vous sachant savez qu'il si, y si a, en c'était, Europe, oui, et vous savez si en Europe c'était pareil dans ce oui. sens que, oui, c'était donc Ukraine, c'est Alors, exactement pareil fait comme en Europe. mhm. Mhm. Bon, il Oui, faut pardon. savoir que en Ukraine, ça arrive un peu en retard. En Europe, il y avait déjà, euh, c'était déjà réformation en plein essor. Il y avait déjà les philosophes qui partent de l'université, comme Descartes, Spinoza, pour écrire des livres. Et il y avait plus de livres écrits et plus de gens qui savent lire. Mhm. En Ukraine, c'était juste entré en vigueur. Mais oui, la culture littéraire au début était assez orale. Mhm. Donc, les gens prononçaient souvent leur discours. Et genre les hymnes qui étaient chantés dans l'église ou pour des fêtes en dehors de l'église, c'était aussi chanté. C'était censé être chanté et prononcé. Culture des lectures individuelles, et ça devient plus populaire vers 18e, 19e, quand il y avait plus de livres à lire. Avant, tout ce qui était écrit était destiné souvent à être prononcé quelque part, notamment à l'époque. Donc, comment ces étudiants faisaient leurs études? Il faut savoir qu'il n'y avait pas beaucoup de professeurs. Donc, on parle de centaines d'étudiants. Le nombre d'étudiants est varié de 100 à 500. Mhm. Et le nombre de professeurs, c'était dizaines pour toute l'académie. Sachant qu'ils faisaient aussi autre chose. Euh, Je vous rappelle qu'à côté de l'académie,
Petite Il y question, avait aussi... Irena, désolée, pendant que ça charge l'écran, Mhm. par rapport à maintenant l'université, 10 professeurs pour 500 étudiants, c'est comment? Ça ferait des classes de 50 élèves, ce qui me semble être C'est assez beaucoup, ouais. énorme par rapport à ce qu'on a Donc, aujourd'hui. si Comme on quoi, il faut que les compare. profs ils arrêtent de se plaindre. On a un peu, je dirais que dans l'enseignement supérieur, il y a un peu de cette tendance aujourd'hui avec les salles des conférences plein Les grands d'élèves amphis. et Hmm. oui, et Mhm. après il y a des TD avec d'autres professeurs. D'ailleurs, ça marchait à peu près comme ça à l'époque aussi. Donc, je vous rappelle aussi que fin 18e, début 19e, ça ressemblait à ça. À Mhm. gauche, vous avez l'université. Enfin, mon gauche. Au centre, vous avez le monastère. Et la majorité de professeurs étaient aussi les moines et ils avaient aussi d'autres obligations. Donc, en plus, ils n'étaient pas professeurs en plein temps. Donc, comment ils se sont débrouillés? Pour les premières 4 ans, il y avait les étudiants qui prenaient aussi le charge d'enseignement. Donc, au début, ils enseignaient juste grammaire. Donc, il y avait un manuel. C'était le manuel d'Alvarez, Grammatica. C'est un jésuite espagnol et toute l'Europe étudiait selon ces manuels à l'époque. Alvarez. Donc, il y avait ce manuel, il y avait des exercices à la maison et il y avait deux étudiants qui s'appelaient auditores, du latin audire écouter, écoutaient, qui vérifiaient le devoir des autres étudiants. Et le fait que ça s'appelle auditeur et s'écouter, ça veut dire qu'il écoutait à l'oral. Donc, les étudiants lisaient et autres écoutaient. Donc, ça, c'est étudiants qui écoutaient, c'était auditores. Et ensuite, il y avait auditor, auditore, auditoribus, non, auditorium, écouteurs des écouteurs. Donc, Wow. étudiants qui vérifiaient ceux qui vérifiaient les autres. Et Ah Et oui. donc, ces étudiants c'était étaient plus contrôlé que vérifiés, nos démocraties d'aujourd'hui, hein. oui, et ces étudiants étaient contrôlés par le professeur. D'accord. Ah, c'est très intéressant. Est-ce que cette méthode existe aujourd'hui, au moins quelque part? Alors, on revient aujourd'hui, en tout cas en informatique, on revient à des écoles dans lesquelles les élèves ont un rôle important dans l'apprentissage des autres élèves. C'est d'ailleurs parfois un Mhm, reproche qui est fait à ces écoles aussi de point de vue négatif, comme étant vu comme une manière d'avoir moins de profs pour plus d'élèves. Bon, ça c'est un débat pour une autre fois. ouais. Mais voilà, il y a des écoles en France, Epitech le fait, 42 le fait. Alors moi, je connais le milieu de l'informatique, c'est pour ça que je cite ces écoles. Peut-être que c'est présent aussi dans d'autres domaines, mais les élèves ont une part Mhm. active dans l'apprentissage des autres élèves. Hmm. Oui. Qu'est-ce que ça a donné à l'époque, à votre avis, Irena? Est-ce que c'était efficace? Pourquoi ils ont fait ça? Bah, ça a duré, c'était comme ça pendant 2 siècles. Donc, D'accord. je pense du point de vue de l'économie des professeurs, de temps des professeurs, c'était efficace. Mhm. Après, ils ont pratiqué aussi les punitions corporelles pour les gens qui parlaient pas bien latin. J'ai l'impression qu'ils avaient Euh, un intérêt tout particulier à l'expression orale, tout ce qui est le discours, en particulier quand on est dans la ouais. philo, c'est quelque chose qui est très important. Là où aujourd'hui, en fonction de nos domaines d'études, on a aussi plus des choses qui vont être écrites, analytiques. Ça veut pas dire qu'ils en avaient pas, mais Mhm. est-ce que ça se prête pas mieux ce côté oral Mhm. à des, comme ça, des évaluations de groupe et à de l'auto-évaluation? Je ne sais pas. Mhm. Hmm. Voilà. Donc, oui, ça a marché à peu près pendant un certain temps, bien que j'ai un collègue qui a lu ces manuels d'Alvar et ce qui dit qu'il est super ennuyant et c'était pas évident pour les élèves. Parce que c'est vrai, littéralement grammaire, exercice, très genre décliner ces mots. Ah, genre, ouais, c'est compliqué. Mais bon, ils ont réussi. Il y avait plein des étudiants qui ont fait la carrière après. Donc, ça montre que ça a marché à peu près. Ce qui est intéressant avec cette culture orale, quand j'étais étudiant, une de nos professeurs nous a raconté une petite chanson en latin. C'était Estucat et brumat, filium quetzelium dat, artojmene molodую, meum domum reducat, qui est Voilà. analogue d'ukrainien de «І шумить і гуде дрібен дощик іде, а хто мене молодую, та й додому проведе». Ok, c'est le mélange, le premier, c'est le mélange entre latin et ukrainien, Oui, si j'ai bien compris.
D'accord. Oui, oui, il y avait cette culture d'étudiants vagabondes qui faisait les blagues, les petites chansons drôles. Donc ça, c'est une chanson ukrainienne drôle du 18e qu'ils ont traduit en latin. Ça veut dire il y a bruit, il y a tonnerre et il pleut et je suis une femme qui va me ramener à la maison avec telle météo. Ah oui, donc on sort du cadre habituel patriarcat où c'est l'homme qui accompagne la femme à la maison. Mhm. Donc, mais c'est pour ça, c'était une blague. Oui, mais ouais, c'était le jeu et même si bien que les professeurs étaient des moines, les étudiants ne l'étaient pas forcément. D'accord, oui, Donc, ils étaient c'est aussi vrai. connus pour ces fêtes, voilà, atmosphère conviviale et joyeuse de l'université. Donc, voilà pour 4 premières années. La majorité d'étudiants s'arrêtaient là parce que c'est ce qu'ils avaient besoin pour faire la carrière. La minorité continuait avec les cours de la philosophie et de la théologie. Philosophie, c'était 12 ans, théologie, c'était 4 ans. Donc, je ne connais pas très bien le cours de théologie. D'ailleurs, ils n'ont pas si étudié que ça parce que c'est pas un sujet très étudié à nos jours. Mais pour les cours de la philosophie, je peux raconter à peu près comment ça s'est passé. Sachant que je vais prendre une période entre 1632 et 1750, parce que 1750, la pratique de la philosophie change. Il commence à étudier d'après les manuels. Mhm. Donc, avant, il n'y avait pas de manuel, il y avait pas de pratique d'étudier après les manuels qui étaient distribués à tous les étudiants, parce que tout simplement, il n'y avait pas assez de livres publiés. L'imprimerie, ça entre en vigueur aussi en parallèle avec les développements de l'académie en Ukraine. Donc, entre 1632 et 1750, il y a une pratique de l'enseignement de la philosophie qui correspondent à la seconde scolastique et à la première scolastique, donc à l'université médiévale. Première scolastique, c'est avant le 15e, et quand il y a une réformation et tous les contre-réformations plutôt, et tous les jésuites veulent reprendre la pensée chrétienne catholique, cette période, on s'appelle seconde scolastique. Et seconde scolastique, ça vient plutôt de l'Espagne, parce que c'était là, Loyola, Inquisition, jésuites et tout ça. Quand on parle de première scolastique, c'est plus Paris, Bologne et les autres universités. Donc, la façon dont la philosophie était enseignée, ça reprend d'après ce modèle scolastique. Euh, qu'est-ce que c'est concrètement ces modèles? Donc, l'enseignement a duré 12 ans. Donc, il y avait 12 ans d'études, sachant que c'était à chaque fois 12 années. Donc, il y a une année qui passe, il n'y a pas de nouvelle classe. Il y a Ah, 12 ans comment et ça? après, il y a une nouvelle classe après. Ah, Ah, Donc, si d'accord. Donc, c'est pas chaque année on a rentré dans l'académie. En fait, c'est chaque deux non, ans qu'on a Alors, rentré il y les... avait, non, il y avait, Non? première 4 années, c'était chaque année. Mais ensuite, si Ah. jamais cet étudiant tombe sur une période quand il n'y a pas de classe de philo direct, Mhm. il est censé attendre une année. d'accord. D'accord. Il y avait une rentrée nouvelle toutes les 2 années. Ok. Oui, oui, d'accord. Juste concrètement pour ces deux classes-là. Mhm. Ensuite, c'était un interrompu avec la théologie, sachant que c'était souvent le même professeur, philosophie et théologie. Donc, D'accord. les classes de philosophie étaient enseignées par préfet et les classes de théologie par recteur. Recteur, c'est comme président de l'université, préfet, c'est comme son suppléant. Sachant que ces gens-là avaient d'autres obligations dans les monastères, ils avaient d'autres postes, donc ils avaient beaucoup de choses à faire à part de ça. C'était pas leur priorité, l'enseignement. Mhm. Donc, Euh, ça veut dire, si vous dites ça, est-ce que ça veut dire que enseignement était, la qualité d'enseignement était pas si de l'auteur ou... Ça dépend des professeurs. Il y avait vraiment professeurs plus génial qui arrivaient. Il y Mhm. avait d'autres dont la qualité n'est pas top. Mhm. Ouais, c'est Ok, bien de le déjà, reconnaître.
Ouais. Mais franchement, même dans la philosophie médiévale, je pense qu'il y a des noms que vous connaissez, comme Thomas d'Aquin, Don Scott, Augustin, peut-être, mais moi, je faisais sur Achard de Saint-Victor. Très peu de gens savent qui c'est. Ou Boès de Dacy, d'autres personnes que j'ai étudiées. Donc, il y a toujours des philosophes plus grands, moins grands, et d'autres qui étaient professeurs, mais dont on ne connaît pas du tout parce que bah, il n'a pas fait grand-chose. Mhm. C'est normal. Quand il y a de grandes personnes, il y a toujours des trucs autour. Il y a une sorte de ambiance, culture qui permet de cette personne de grandir, de travailler. Mhm. C'est souvent le cas. Donc, ok. Peut-être pour parler de ce qu'ils ont étudié, je vais commencer par dire comment est-ce qu'on le sait. On le sait depuis les sources. Et ces sources, ce sont de notes faites par les étudiants. Euh, Donc, c'était les journaux intimes, quelque chose comme ça que les étudiants ont écrit, ou c'est les articles officiels? euh, ok. Notion de journal intime, vraiment intime, ça apparaît au 19e siècle. Avant, les gens n'écrivaient pas des trucs pour eux, tout simplement parce qu'il n'y avait pas assez de papier pour dépenser pour ça. Hmm, Tout ce d'accord. qu'ils écrivaient était censé être lu par quelqu'un. Mhm. Et souvent devant le plan des gens en voix haute, parce que c'était plus efficace. En fait, c'est comme pour la photo. Au début, les photos, on a pris Très peu et c'était très pour peu, les oui, événements et pour puis les maintenant, souvenirs. D'accord, oui, Mhm, mhm, c'est le même mhm. principe. Oui, Mm. donc il prenait ses notes. Je pense que il y avait quelques étudiants qui prenaient les notes pour tout le monde et ensuite c'était compilé dans une sorte de livret. Mm. Ah, Euh, intéressant. Et donc, on peut maintenant lire ces notes des étudiants de l'époque. oui, tout à fait. Ici, vous voyez les notes faites en 1749. On voit philosophia quadripartitia c'est un Inspect. ça conspect. c'est écrit à la main. Log- Oui. Ah oui, Oh, oui, quelle qualité d'écriture. il y avait pas Ah, d'ordinateur. là, pour concrètement, je choisis ce page-là parce que ici, ils ont fait des efforts pour faire la page de titre. Grâce à mon ami Mykola Semčić qui étudiait ces manuscrits, il les a photographiés et mis sur Drive et il m'a donné l'accès et j'ai vu que c'est rare qu'il y a vraiment une belle titre. D'accord. Mm. La plupart du cas, il n'y en a pas, mais ici, ils ont fait des efforts pour faire un titre pour, voilà, pour ces cours et on voit que c'est philosophia quadripartitia, logicam, métaphysicam, physicam et éthica. C'était les quatre parties qui étaient dans cette cours de philosophie. Et on voit traditia, on voit en bas in academia kieviense, donc Mhm. dans l'académie de Kiev. Ensuite, c'est sous le métropolite, c'était archevêque qui était en vigueur à l'époque. Il n'y a pas de nom de professeur, on l'apprend séparément des chroniques. Mhm. Voilà, donc les étudiants ont fait ces notes. D'ailleurs, la majorité de ces notes se trouve aujourd'hui dans l'archive nationale qui est en Ukraine, à Kiev. C'est un petit bâtiment jaune à côté de l'université de Shevchenko. À la place, il y a un grand bâtiment rouge et à côté, ce bâtiment jaune. Pourquoi je le dis? Parce que en octobre 2022, c'est place où il y a cette place où il y a non, trois musées et deux universités et une archive étaient bombardées. Mm. Et c'est pas uniquement les gens qui sont en danger, c'est aussi notre patrimoine. Parce que Ouais. il y a plus nulle part où il y a ces manuscrits-là, c'est que là, vraiment. Voilà, il Mm. faut pas oublier ça. Donc, vous voyez ici ces manuscrits. Hum,
Et ici, je vous montre la liste des professeurs faite par mon collègue Makola, qui étudie vraiment ces sujets au fond. Il est le seul d'ailleurs aujourd'hui, c'est lui et ses doctorants. Voilà, sachant que c'est un jeune homme, il a genre 3 ans plus que moi, on était la même année à l'université, pas 3, 5, mais on s'est croisés à l'université. Mhm. Ok. Donc ici, vous avez les noms des professeurs et vous voyez que donc chaque cours, elle dure 2 ans, 39, 40, 45, 47, etc. Il y a une trou entre 1647 et 1684. Ah oui, tout à C'est la fait, en deux, période, trois. c'est la période des ruines dont j'ai parlé Mhm. avant. Il n'y a pas de notes d'élèves, des cours qui sont conservés de cette époque et on ne sait pas trop ce qui s'est passé à l'académie s'il y avait enseignement à l'époque. D'accord. Donc ici, vous voyez tous les noms des professeurs. D'ailleurs, faites attention, c'est leur vrai nom des familles. C'est la différence entre première et deuxième scolastique. Les gens, déjà, après leur Renaissance, pendant la Réformation, les gens commencent à avoir les noms des familles. Parce Ici, que on est comprenez, sur les une philosophes. écriture latine de nom de famille qui, à l'origine, était déjà écrit en cyrillique Oui, oui, mais sachant que tous les documents sous Grand-Duchesse de Lettonie, tous les documents étaient écrits en latin, donc le genre habitué à l'époque. C'était normal. Donc, comme je disais, prenez philosophe médiéval Thomas d'Aquin. C'est Thomas qui vient de la ville d'Aquin. Duns Scott, Duns l'Écossais. Ici, c'est Kononovitch-Verbatsky, Giesel, Krokowski, Jaworski, etc. C'est le vrai nom des familles, comme nous on utilise aujourd'hui. d'accord. Voilà pour les professeurs. Aujourd'hui, il existe à peu près centaines de manuscrits de notes prises par les élèves. Sur cette période, entre 1639 et 1757, ça correspond à 33 professeurs. Donc, pour certains professeurs, il y a quelques copies Mhm. des cours. Mais d'habitude, ils sont identiques. Ici, on Euh, n'a jamais de copie d'examen, c'est-à-dire que les examens n'étaient jamais par écrit avec chaque élève qui écrivait sa propre copie. Ça aurait pris trop de papier ou c'est des choses qu'on a pu retrouver? ok, j'arrête le partage. Il y avait pas d'examen comme on le voit aujourd'hui. Une idée d'examen comme dissertation qui existe en France, ça apparaît au 18e, D'accord. 17e, 18e, et ça n'a pas été conservé en Ukraine. En Ukraine, à l'époque, c'était modèle de seconde scolastique avec disputationes, les disputes. Mhm. Donc, pendant une semaine, les élèves ont écouté le professeur. Voilà, ils ont pris les notes, écouté ce qu'il dit. Et un samedi, il y avait une dispute entre quelques élèves. Déjà, l'idée des disputes, ça vient de la façon dont la philosophie était enseignée. Elle était enseignée en question. Mhm. Euh, je vais vous montrer à quoi ça ressemble concrètement dans le manuscrit. C'est aussi une méthode médiévale qui a son essor au XIIIe siècle. Ah oui, Voilà, donc disputo, disputo. disputatio, ce sont les raccourcis. Mhm. Disputatio, vous voyez T-A qui est écrit à côté Tio. C'est intéressant comment Mais ce mot est changé en français, Mhm. qu'on l'utilise disputer, c'est pas dans le sens positif Non, aujourd'hui, maintenant. une dispute, il y a toujours forcément des émotions négatives derrière. On n'est plus simplement sur des gens qui viennent, on dirait débattre aujourd'hui, je pense, pour correspondre à Débattre, oui. à ce sens initial. Les débats, oui, maintenant c'est les débats et avant c'était en latin comment vous dites? Disputate. disputatio. Disputatia. Mhm, mhm. Oui, Intéressant. disputatio prima.
Questio prima. Ok, disputatio, c'est le plus grand sujet. Questio, c'est le chapitre à l'intérieur. En effet, genre littéraire médiéval des questiones, tous les traités philosophiques étaient écrits comme ça. Prenez n'importe quel livre de Thomas d'Aquin. Donc, c'est une question qui est posée. Il y a une réponse, deuxième réponse. Et ensuite, auteur dit, moi, je suis d'accord avec cette réponse, et il peut aussi réfuter la réponse avec qui il n'est pas d'accord, Mhm. ou donner des arguments supplémentaires. En effet, il y avait une période où ça peut être vraiment très long. Un, deux, trois réponses, les arguments pour la bonne réponse, les réfutations de toutes les réponses. Et ensuite, s'il n'y a jamais un discute avec cette réfutation, ça aussi, ça aurait pu être inclus. D'accord. Ça n'arrive pas comme ça à l'académie. Ici, c'était d'habitude deux réponses et puis réfutation d'une mauvaise réponse. Mais voilà, c'était une tradition. Donc, ils écrivaient déjà, le cours était enseigné en forme de questions. Et samedi, c'est étudiants qui étaient censés présenter leurs propres questions. La question était posée, étudiants sortaient, chacun prenait un point de vue. Ils étaient censés défendre sa réponse et réfuter la réponse d'un opposant. Donc voilà les questions. C'est un exemple que j'ai pris de manuscrit de Jaworski. Première partie, Introductio ad logicam, disputatio prima, questio prima. Donc ça, c'est le sujet sur lequel les élèves allaient ensuite se disputer, donc débattre et être jugés par, je suppose, d'autres élèves et des professeurs. Et Ouais. certains allaient être Non, ça admis. c'est le cours. D'accord, Ça ça c'est c'est le le cours. cours. D'accord, Ça d'accord. c'est le note de cours. Je n'ai pas vraiment le sujet à la main, mais c'était quelque chose proche de ça. Ok, je vais rater le partage, mais peut-être vous connaissez un peu les problématiques médiévales. Est-ce que les universaux, ça vous parle? Non. Qu'est-ce Ok. que c'est? Problème des universaux, c'était un problème répandu. Je vais vous expliquer tout à l'heure. D'accord. Peut-être pour être au plus euh, voilà, donc pour entrer de façon plus fluide dans la philosophie, je peux vous expliquer par exemple un problème à qui Petro Mohela, le fondateur, a fait face quand il a fondé l'académie. Mhm. Euh, et ça, c'est un problème philosophique un peu, parce qu'il a proposé cet enseignement en latin avec les étudiants qui apprennent à lire, qui lisent beaucoup, qui disputent, aujourd'hui on dira qu'ils s'entraînent à réfléchir. Et en effet, il y avait des opposants à l'époque en Ukraine. Et c'est une tradition d'ailleurs un peu russe, on peut dire, mais russe orthodoxe. Mais non, vraiment, au sein de l'Église orthodoxe, il y avait ce très grand groupe qui existait majoritairement en Russie, qui prenait qu'il ne faut pas étudier. Qu'une personne qui étudiait, il part de Dieu, il faut rester simple, Mhm. inéduqué, illettré. Et il y avait par exemple Starobriatia en Russie, les gens qui suivaient leurs anciennes rites, qui préféraient de vivre au plus simple possible. Mhm. Comment on peut Et traduire Starobriatie, le vieux traditionnel, quelque chose comme ça? ouais, ouais, ouais. Ouais. Mais c'est c'est ces groupes religieux qui vivent à l'ancienne, même aujourd'hui. Il y a très peu, mais ça existe. Et en Ukraine, il y avait un partisan de cette approche, je crois qu'il était à moins de Lavra, Ivan Wyszyński, qui justement écrit de traités pour expliquer sa position. J'adore quand les gens écrivent des traités pour expliquer qu'il ne faut pas apprendre à lire et écrire. Ouais. On sent le côté politique là, de la religion qui cherche à maintenir un peuple docile facilement. Mhm. Ouais. Ouais, ouais. Ouais. Mais en tout cas, il y avait une opposition à ce que Petro Mohela, le fondateur de l'académie, voulait faire à l'époque. Mhm. Et le ressent de cette opposition aussi se trouvait dans le fait que la philosophie venait de l'Occident et que le grand philosophe étudié à l'époque, c'était Platon et Aristote, les païens. Mhm. Ah oui, c'est aussi pour ça, hein.
Ouais. Mais c'est le même problème qui était à Paris et dans les autres villes occidentales quand la philosophie a commencé à être populaire au XIe, XIIe siècle. Il y avait la même opposition de la part de l'Église. Par exemple, au XIIe siècle, il y avait Abélard qui est considéré comme hérétique et il y avait Pierre le Vénérable, abbé de Cluny, qui s'est opposé de lui, qui donnait le même argument que Mhm. philosophie, c'est pas propre à la religion, que c'est païen, qu'il faut pas l'étudier, qu'il faut plutôt lire la Bible. Mhm. Après, il y a certaines religions. Il me semble que les chrétiens, par exemple, ont plutôt bien intégré les écrits d'Aristote, allant même d'ailleurs des fois à faire un peu les mêmes bêtises que lui sur des choses qui, hélas, étaient fausses dans ce qu'il a dit. Donc, ils ont quand même su reprendre dans les philosophes antiques ce qui les intéressait. Oui, non, mais oui, c'est vrai que les gens qui prenaient littératie et tout ça et façon de vivre trop orthodoxe église, et ils n'ont pas gagné, ni à Paris, ni en Ukraine, finalement. Mais enfin, il y avait ce genre de discute. C'était vraiment une disputation. Et il y avait donc, c'est pour ça que souvent dans les livres de la philosophie à l'époque, il y avait un grand parti consacré à qu'est-ce que c'est la philosophie, pourquoi on doit l'étudier hein, et comment elle s'accorde avec la religion. En Ukraine, ça existait aussi, donc il y avait cette controverse qui était traitée successivement par plusieurs professeurs. Et au début enfin non, milieu 18e, dans les années 1740, les professeurs arrivent à la solution que ils expliquent que la philosophie était donnée par Dieu à Adam. Mhm. Après, J'ai trouvé. oui, après il y avait le chute de paradis. Donc, les gens ont oublié ses bontés et c'était réinventé par Socrate, Platon et Aristote. Mhm. Ouais, ouais, pourquoi pas. Donc, comme ça, il lit la philosophie et Dieu. D'accord, les Intéressant. philosophies de Dieu. Ils ont Du coup, la même. philosophie, Ouais. ça devient vraiment une découverte, une redécouverte de ce que Dieu aurait Oui, créé. Oui, pourquoi pas, c'est intéressant comme mécanique tout à fait, pour concilier. tout à fait. Ouais. Et donc, Sachant, oui, Mhm. oui, pardon. Sachant que il faut prendre en compte qu'on parle de l'autre époque. Existence de Dieu, c'était évidence. Genre, c'était leur réalité avec qui ils vivaient, qu'on vit aujourd'hui avec le fait que la Terre est ronde. Hmm. Mhm. Pas tout le monde d'ailleurs, mais bon. Bah, pas tout le monde pour eux à l'époque non plus quand même, mais c'est vrai que oui, la Ouais, majorité ouais. des gens. Ouais, c'est. Donc, en revenant sur ces vieux traditionnels, staroverci, ils étaient présents au cours pour faire opposition aux étudiants. Comment ça se passait? Ok. Non, non, il n'y avait pas de Starovirti à Kiev. Ok, J'ai donné un exemple Dieu merci. que en Russie, c'était plus répandu, D'accord. notamment avec les mouvements de Starovirti. Mais à Kiev, il y avait des tendances comme ça, notamment dans le Lavra, des grottes, parce que c'était toujours un siège de l'orthodoxie. Ouais, sous l'influence de moscovite, était même, Ouais, 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 même ouais. à l'époque. Donc, Ok. Ivan Wyszyński, il a représenté ces types de pensées, sachant que lui-même, il était une personne très éduquée. C'était d'ailleurs un point de vue, il disait qu'il y a très peu de gens qui doivent éduquer et la Mhm. majorité non. Donc, c'était plutôt ça, Ouais, sa pour mieux les position. contrôler. Ça me fait penser. Peut-être, mais sachant que je sais, à vrai dire, par part de ces controverses, je sais très peu de choses sur lui, donc on ne va pas faire de suppositions. Ouais, d'accord. Mm. C'est aussi ça m'est venu le fait que on a dit que les femmes ne doivent pas s'éduquer. C'était un peu plus Mhm. tard, mais c'est le même concept. En fait, que Ilessa Ukraïnka, elle a écrit un de ses premières pièces de théâtre sur ce Mhm. sujet. Que voilà, Oui, la femme, elle doit surtout pas lire les livres parce que ça le rendre folle. ouais. Mm. Ouais, malheureusement, c'était le cas. Et Lesa Ukrainka, c'est 19e.
Avant, c'était Oui, pire. oui, plus tard, bien sûr, c'est beaucoup plus tard, Mhm. mais c'est le même en fait principe. Surtout n'est pas apprendre quoi que ce soit parce que comme ça, on peut te mieux contrôler, on peut mieux te Mhm. dire ce qu'il faut faire. Mhm. D'ailleurs, ça dépend des périodes et des lieux, mais au Moyen Âge, il y avait des périodes où il n'y avait pas vraiment un grand accent sur ça. Il y avait pas mal de femmes éduquées au Moyen Âge. Mhm, C'est juste qu'au Moyen Âge, il n'y avait pas beaucoup de gens éduqués. Le pourcentage de population qui savait lire et écrire était assez faible. Et donc, si une femme aristocrate riche était appris à lire et écrire, c'était normal. Genre, il n'y avait pas vraiment une grande opposition là-dedans. mhm, Mais pour les personnes pauvres, les femmes, elles avaient presque quasiment pas de chance. mhm. Donc, ça vraiment dépend des positions de personnes, des richesses à l'époque. Mais si c'était une femme en plus qui héritait quelque chose, ou donc le mari était déjà mort, qui pouvait gérer ses propres argent, personne va lui dire que tu peux pas les réécrire. Comme Parce que une fois justement, que tu as de l'argent, il n'y a pas de souci. ouais, comme justement la femme qui a créé l'Académie de Mohila. Mhm. Elle était quand même, elle savait lire et écrire, je Oui, suppose. oui, oui, oui. Oui, bon, d'ailleurs, il y a une idée que une femme aristocrate doit lire et écrire pour bien éduquer ses fils était assez présent au Moyen Mhm, Âge. d'accord. Voilà. Mais revenons à l'académie et concrètement, voilà, je vais vous pouvoir parler dans les traits très généraux sur le contenu de ces cours. Donc, comme je dis, il y avait une tradition médiévale des questions. Il y a aussi le contenu suivait la tradition médiévale. Une idée, c'était de suivre de thématiques des livres d'Aristote. Déjà, histoire d'Aristote, avec le livre d'Aristote, c'est très important parce que tel qu'on les connaît aujourd'hui, c'était aussi les notes qui étaient arrangées 2 siècles après sa mort dans les livres. Donc là, on connaît qu'il y avait Organon avec les 5 livres logiques, physique, métaphysique, économie, esthétique, etc., politique. Donc les noms sont générales, ils étaient probablement donnés par cette personne qui a rangé. Par exemple, le fameux explication qu'est-ce que c'est la métaphysique, Méta, c'est après, c'est le livre qui est après physique. Donc, il a littéralement rangé ses livres un après l'autre. Mhm. Mhm. Il savait pas trop comment appeler cette partie, donc il a dit métaphysique après la physique. Pourquoi pas? Donc, les étudiants, ils lisaient pas vraiment le livre d'Aristote, mais les professeurs enseignaient d'après les sujets des livres, dans l'ordre logique, physique, métaphysique, éthique. Sachant que éthique apparaît au XVIIe siècle et elle est pas présente dans tous les cours, juste dans les certains. Donc, Pour ma culture ouais. personnelle et peut-être pour d'autres gens qui auraient un doute, la différence entre éthique et morale, qu'est-ce que ça va être ici dans le contexte de cette classification? Je pense ils employaient pas le mot moral, c'est répandu plus tard, 17e, 18e. D'accord. Il y avait Faible morale, Fables morales, mais qui était voilà, juste une histoire où les gens on enseignait quelque chose, comment il faut faire. C'est juste une histoire avec une petite morale à la fin. Voilà, tu dois faire ça. D'accord. Donc, c'était plus dans la littérature qui ensuite passait dans la philosophie. Mais éthique, c'était basé sur le livre d'Aristote où on parlait ce qui est bien, ce qui est mal et le vertu. Mhm. Ok. Ok, donc là, je vous montre première partie, il y a le premier livre de manuscrit fait par l'étudiant de Jaworski, Introductia ad Logicam, Dialecticam, Disputatio prima de ius quam intellectus nostri operationis. Questio prima. Ok, donc logique en soi, c'est divisé sur logica minor et major, petite et grande logique, ou dialectique et grande logique.
Et ça a commencé avec la question de l'opération de Oh. l'esprit, soit intellect, soit terminus. Voilà. Et termini definitio, la définition de terminus. Et j'arrête le partage. C'est pas le terminus comme on le comprend aujourd'hui, c'est la notion. Qu'est-ce que c'est la notion? Euh, En effet, philosophie au Moyen Âge était très liée à ce qu'on s'appelle aujourd'hui linguistique et sémantique. Et notamment cette partie qui était philosophie à l'époque, aujourd'hui, c'est devenu la première partie de linguistique qui est un peu philosophique. On explique ce que c'est le mot, le signe, Hmm. etc. Le livre d'Aristote commence par ça. Comment on comprend les signes? Il y a le signe dans l'esprit, le signe qu'on écrit, le signe qu'on prononce. Donc, expression vocale, expression écrite et ce qu'on entend par ça. Le signe dans notre esprit, c'est la même chose que l'idée d'Aristote. C'est le concept de quelque chose. Hmm. Terminus, c'est un peu ça. Mhm. Donc, il commençait à expliquer la philosophie par ces sujets que, voilà, moi personnellement, j'adore parce que je travaillais aussi sur ça dans ma thèse. C'est quelque chose de très intéressant, sachant que à l'époque, le monde idéal ou le monde qu'on peut appeler quasi-imaginaire, comme Dieu, ange et tout ça, c'était considéré comme réellement existante. Ça, c'est l'allégorie de la caverne de Platon, en fait, où il y a ce monde, au-delà de la Terre, il y a ce monde parfait. Oui. Et Mhm, nous, sur mhm, Terre, par mhm, contre, on ne mhm, voit que mhm, cette réflexion à travers le mur avec toutes les imperfections qu'elle intègre. Et donc, si je mhm. comprends bien, c'est ce que les étudiants étudiaient pendant ces 2 ans d'enseignement en philosophie, quand Ah, on ça, parle. c'est juste premier mois, premier 2 mois. Ah, pardon. Je me suis Non, un non. peu perdue. Alors, Ouais. logique, c'était 1 ou 2 mois, le dialectica. Ensuite, 3, 4 mois, Logica Maya. Et ensuite, une cours très longue, 8 mois, 10 ans, 10 mois de la physique. Mhm. Et un cours assez court de métaphysique, 1 ou 2 mois. Et il y avait parfois un mois d'éthique, parfois non. D'accord. Euh, voilà. Donc, c'est juste, je parle de logica minore dialectique parce que c'est un sujet que j'aime bien. Donc, il commençait avec la première opération d'intellect qui, euh, qui était la distinction. Il y avait 3 distinctions, c'est terminus, sententia, syllogismus. Notion, phrase, syllogisme. Notion et phrase, c'est logica minor, dialectica. Syllogisme, c'est grand logique. Sachant qu'aujourd'hui, les syllogismes, c'est vraiment ce qu'on étudiait dans la logique, qui est étudié aujourd'hui par les mathématiciennes, par les juristes et par les philosophes. Voilà. Pour juste donner un exemple, aujourd'hui, on a la grammaire qui est à peu près codifiée pour toutes les langues, mais à l'époque, ce n'était pas forcément le cas. Et quand il posait la question ce que c'est terminus ou notion, il étudiait aussi les différentes notions grammaticales, genre nom commun, nom général. Et dans un de manuscrits, il y avait une question. Et comment on comprend le mot cave, la ville? C'est un mot général, genre c'est un oui, mais qui désigne un lieu, en ville. Mais en même temps, ça désigne toute la population qui habite là-bas. Mhm. Donc c'est singulier au pluriel. Mhm. Parce que, voilà, une notion, ça correspond à quelque chose. On s'appelle ça dénotate aujourd'hui. Donc, ça dénote vraiment un lieu ou bâtiment ou ça dénote la population. Qu'est-ce que ça englobe? Dans des langues OK, comme donc, le latin et l'ukrainien aussi d'ailleurs, qui ont quand même un certain nombre de déclinaisons, on fait une mhm, distinction justement entre Kiev qui signifie la ville ou Kiev qui définit, enfin voilà, on va dire entre le locatif, l'accusatif, le nominatif, on a déjà des mots différents. Là où justement notre français aujourd'hui a perdu une bonne partie de ses nuances, mhm. est-ce que ça c'est quelque chose qui du coup avait un impact sur ce qu'on appelait le mot et sa définition? Alors, pas avec l'exemple de Kiev, pas avec les déclinaisons, mais ce que posait un vrai problème, et c'est ce qui était
Ce qui pose un vrai problème pour les Ukrainiens, même aujourd'hui, c'est les articles. Hmm. En latin, il n'y a pas vraiment d'articles. En français, oui. Donc, par exemple, en ukrainien, les Ukrainiens qui écrivaient en latin à l'époque, ils posaient une question. Comment est-ce qu'on désigne, comment est-ce qu'on différenciait une personne quiconque? Je dis homo, l'homme, et cet homme-là. Bah, en français, on dit l'homme, voici l'homme, etc. On utilise l'article. En ukrainien, comment on distingue entre cet individu qu'on parle et entre l'individu en général? Il n'y a pas vraiment, c'est dans le contexte. Ouais. Et il cherchait comment philosophiquement, à l'aide des langues, à l'aide des notions comme substance, accident, expliquer ça. Mhm. Est-ce Donc, qu'à ce c'était moment-là, vraiment très linguistique. est-ce qu'à ce moment-là, Mhm. ils ont commencé à cette époque à comprendre les différences entre les langues, entre les notions dans les différentes langues, les définitions des mots qui peuvent être différents selon les langues? Mhm. Ça est venu depuis cette époque? Bien sûr, il y avait des dictionnaires déjà depuis un certain moment. La question qui préoccupait les philosophes, qui était posée aussi dans l'académie, est-ce que la langue universelle existe? Mhm, Est-ce que cette partie terminus notion, est-ce que c'est commun pour tout le monde, tous les mhm. gens sur la Terre, ou c'est propre à chaque langue? Et qu'est-ce C'est pas qu'ils si ont dit? nouveau, ça existe depuis des siècles, cette question, depuis Aristote. Aujourd'hui, on dit qu'on est plutôt incliné à penser que non. Mais enfin, pas on cherche quand même, il y a des choses qui sont communes. Moi, j'ai étudié d'ailleurs, j'ai commencé mon étude de philosophie avec philosophe du XIIIe siècle qui pensait que c'est la grammaire qui est commune pour toutes les langues. Voilà, Umberto Eco, fameux médiéviste, il a étudié aussi cette question, il a écrit un livre dessus, Tour de Babel. Mhm. Ok, d'accord. Donc, je propose d'avancer. Donc, dialectica. Ensuite, Logica Meyer, on parle des universaux, de substances d'accident. Moi, j'aime bien montrer en ces moments le livre de Porphyre, l'arbre de Porphyre. Ça. Porphyre, c'est un philosophe qui vécut à Tyr au 5e siècle, Tyr et Pyrrhome, qui écrivait en grec et qui était repris par Boès. Et quand il commente la catégorie d'Aristote, il les retourne un peu. Et enfin, l'interprétation qu'on voit chez les philosophes de l'Académie, c'est à peu près depuis 13e jusqu'à cette époque. Là, ils expliquent comment on voit le monde, comment on comprend le monde avec toutes les divisions. Donc, vous voyez, categoria predicamenti substantia. En Mhm. haut, vous avez la substance. Tout ce qui existe, c'est la substance. Tout. D'accord. Ensuite, substance se divise sur corpoream et incorpoream. Corporel, incorporel. Mhm. On prend corporel, c'est le corps, deuxième ligne. Se divise sur animatum, inanimatum, animé, inanimé. Mhm. Tout ce qui est animatum, c'est vivens, vivante. Vivant sensibilium, insensibilium. Ceux qui sont, ceux qui ne sont pas. Intéressant. Donc, animaux et êtres humains ou les objets inanimés, les corps, tout ce qu'on voit inanimé autour de nous. Là, on est quand même sur ce qui est vivant. Du coup, ce serait quoi? Ce serait les plantes, par exemple, qui seraient un Oui, vivant inanimé. Enfin, ok. vivant, oui, oui, pardon, c'était la division de corps. Donc, quand j'explique division des vivants, c'est sensibilium et insensibilium. Ceux qui sont, ceux qui ne sont pas. Mhm. Mhm. Donc, plante et animal, tout à fait, c'est ça. OK, animal, rationalis, irrationalis. Animal rationnel, c'est homme. Il y a que l'homme dedans? Oui, D'accord. du coup, et en bas, vous avez Petrus, Pavlus, Jacobus, Stephanus. Euh, Oui, au niveau des racines, tout à fait. Ouais. oui, nous on soupçonne que c'est les noms d'élèves qui étaient à côté de cet étudiant. C'est là où le professeur a dit, regardez, homme, mais quand vous faites la division, c'est les gens que vous voyez autour. C'est Mhm. vrai.
Parce que quand on prend les différents manuscrits, même des manuscrits faits d'après le même professeur, il y avait souvent les différentes noms en ces moments. Mhm. Donc, l'hypothèse, c'est ce qu'ils écrivaient les gens qui étaient autour d'eux. D'accord. Et Non, par mais- exemple, pour substance incorporelle, tout en haut, c'est Dieu et les anges. Ok, Mhm. oui. Oui, ça fait, dans ce système de croyance, ça fait du sens. Ok. Ouais, Donc, merci, c'est très intéressant, oui. Mhm. mhm. Voilà. Donc, c'est la façon dont ils voyaient le monde et c'était enseigné au début de cours. Alors, la logique qui est l'introduction à la philosophie. Mhm. Je dirais que Euh, même depuis l'époque, l'homme a aimé dessiner les pyramides, les arbres, les schémas mhm. pour expliquer le monde. Mhm. Ouais. Mhm, mhm. Je ne sais Tout pas à pourquoi fait. ça me fait penser de pyramide de Maslow. C'est rien à voir, mais C'est une autre question. oui. OK. Ok. Ensuite, j'ai parlé des syllogismes, où c'est les conclusions. Il y a une façon de ranger les conclusions d'après un carré. Alors, j'ai juste une Voilà. question ici un peu vocabulaire. Il me semble qu'aujourd'hui, ce qu'on appelle un syllogisme en français, c'est une erreur de logique. Quelqu'un qui commet un Wow. syllogisme, il va abuser d'une certaine logique pour ça. Du coup, je suis un peu surpris qu'on utilise ce mot. Typiquement, aujourd'hui, on va classer dans les syllogismes le fait de faire passer une implication pour une équivalence et du coup de venir du coup essayer de faire valoir une idée qui est plutôt fausse. Donc voilà, c'est pour ça que ça me surprend, c'est que visiblement le terme, en tout cas tel qu'il était à l'époque, avait l'air d'être noble, alors qu'aujourd'hui il a plutôt un aspect péjoratif quand on le dit. Mhm. D'où vient cette distinction? Bonne question. C'est à Français de le poser. Moi, je Ouais. dirais C'est que C'est vrai. comme avec les syllogisme, disputes. Je pense c'est la même chose. Ouais. Ça a pas amélioré, mais développé de façon inattendue. Mhm. mhm, mhm, mhm. Alors, juste, ça c'est une carré d'Aristote qu'on utilise pour créer les bons syllogismes. Il y a des phrases qui ont de différentes relations entre elles en fonction de ce qu'on met comme prédicat. Si on met tout, chaque, tous les hommes, chaque homme, un homme, genre tous les hommes sont rationnels, vous êtes un homme, vous êtes rationnel. Ça, c'est un Mhm. syllogisme correct d'ailleurs. Mhm. Donc, ça, c'est utilisé pour créer les bons syllogismes. Et je pense que les étudiants juridiques le reconnaissent parce qu'ils étudiaient eux-mêmes. Ça n'a pas changé depuis. Ok, je Mhm. vais arrêter le partage. Mais en gros, syllogisme, c'est tous les syllogismes corrects et incorrects. C'est ça le problème. Ils étudiaient comment distinguer entre correct et incorrect et ils utilisaient le carré que je viens de montrer. Mhm. Donc, c'est vrai que la majorité des syllogismes sont incorrects. Donc, le Mhm. but, c'est de créer un correct. C'est D'accord, ouais, peut-être c'est pour peut-être de ça. là. Oui, Ouais. ça semblerait une Ouais. explication probable. Mhm, mhm. Mais à l'époque, c'était juste évident que tout, n'importe quelle voilà, conclusion faite avec trois phrases, c'est syllogisme. Mhm. Il peut être fait bien ou pas bien. Le cas classique du syllogisme qui doit, à mon avis, être à l'ouverture de la page Wikipédia correspondante, c'est justement de dire tous les chats sont mortels, mon ami est mortel, donc mon ami est un chat, ce qui est évidemment faux, mais parce qu'on est sur un abus Euh, d'une partie en justement de ces trois phrases où en fait on fait passer une implication pour une équivalence et donc on arrive à une conclusion fausse. Donc ça semblerait correspondre à à Ça fait aussi Si vous penser. utilisez l'arbre de Porphyre, vous n'auriez Mhm. pas ce problème parce que vous et chat, ils sont pas dans les mêmes cases. Oui, donc on peut pas remonter de l'une à l'autre normalement. Oui, Mhm. Ah ouais. genre vous Mais pouvez pas faire conclusion si vous n'êtes pas dans les mêmes cases. D'accord. par rapport à comment le mot change, ça ne m'étonne pas que dans centaines d'années, par exemple, le mot avis sur un produit, ça va être quelque chose de négatif. Parce on donne l'avis plus souvent quand c'est négatif. Mhm, c'est possible, ça peut être une Mhm. Donc, évolution de ça, ce genre-là, ouais. voilà. Ok. Ok. Une autre question qui était traitée et souvent sur les disputes, c'était la question des universaux. Comment est-ce que les notions, ce qu'on s'appelle aujourd'hui les notions abstraites existent? Est-ce qu'ils sont réels ou nominales? Genre, une idée on dit souvent table, ok, j'ai dit un verre, des verres de n'importe quelle forme, on utilise le mot verre toujours.
Comment est-ce que cette idée des vers apparaît dans notre tête? Est-ce que c'est parce que ça existe indépendamment ou c'est parce que nous, on fait une abstraction? Mhm. Indépendamment, c'est réaliste, c'est version réaliste. Et abstraction, donc il n'y a pas en réalité cette idée, c'est nominaliste. Il y a aussi D'accord. conceptualiste qui dit que c'est un concept. Et mon collègue Mekola, qui a analysé les manuscrits de Mohela, il a déduit que la majorité était nominaliste, mais pas tout. Ok. Ok. Physique. Ensuite, ils ont passé un livre des physiques qui était très long, mais que je vais parcourir très brièvement parce qu'ils ne sont pas assez étudiés. Là, on est plus dans le domaine de la philosophie naturelle. Sauf qu'à l'époque, c'était traité différemment. Les notions principales étaient matière, forme et privation. Donc, dans tout ce que je vous ai expliqué après, c'est en effet, c'est un peu la philosophie linguistique qui pose un problème. Comment on peut expliquer le monde avec le mot? Le mot qui ne change pas, qui sont fixes. Mhm. Problème des physiques, c'est comment est-ce qu'on peut expliquer le fait que les choses changent, sachant que notre appareil et notre appareillage, notre langue, c'est quelque chose d'inchangeable. Mhm. Mhm. Donc, les notions utilisées à l'époque, c'était matière, forme et privation. Quand il y a matière ou forme qui change, quand quelque chose change, il y a la privation, manque qui apparaît, il faut que quelque chose vienne à sa place. Oui, c'est cette idée que la nature a horreur du vide et chercherait en Hmm, permanence Oui, à combler. Ok, très bien. ah oui, ma maîtresse, mon professeur de chimie, elle nous a créé dessus. Elle dit, dans la nature, il n'y a pas de vide. Pour toute la vie, je me rappelle maintenant. Mhm, mhm, mhm. Oui, mais d'ailleurs, je dirais que Moyen Âge, ils pensaient aussi qu'il n'y a pas de vide, mais c'est une notion qu'ils utilisaient pour expliquer pourquoi il y a un changement. Mhm. Mhm. Et aussi, cette partie suivait le livre d'Aristote, notamment le livre de physique, mais aussi De Meteoribus sur les météores, de cielo sur le ciel, de corrupzione generazione, la disparition et l'apparition. Donc, c'était assez large. Et il y avait une partie vraiment, ce qu'on appelle aujourd'hui la science, où il dessinait les planètes, les météores, ils expliquaient différents phénomènes naturels. Ça vient du fait que toutes les sciences viennent de la philosophie. Et Mhm. la distinction n'était pas tout à fait bien faite à l'époque. Donc, à la cour de la philosophie, ils étudiaient la science. Ensuite, ils ont passé, voilà. Ensuite, ils ont passé à la métaphysique, qui était d'ailleurs qui n'a pas vraiment suivi le métaphysique d'Aristote, ce qui est intéressant. La question était plutôt sur ens, c'est le mot latin qui désigne être, mais être singulier. Mhm. D'accord. Donc, comment nous et les choses existent comme les êtres singuliers. Et par les êtres singuliers, ils se entendaient pas uniquement moi et vous et les objets autour de nous, mais aussi objets imaginaires, aussi Dieu, anges. Tout ça, c'était existait, c'était les ens. Pour eux, c'était évident que ça existe. La question était pourquoi ils existent de façon différente? Comment expliquer ça? Il faut, et pour ça et pour la philosophie linguistique dont j'ai parlé au début, il faut, le chose importante, c'est qu'il n'y avait pas de notion de sujet psychologique. Descartes, il introduit dans la philosophie cogito ergo sum. Je pense donc je suis. Le fait Mhm. que mon expérience, ça compte, Mhm. moi comme personne. Cette idée de faire la philosophie à partir d'expérience. Avant, ça n'existait pas. Vraiment, toutes les notions philosophiques, toute la structure de philosophie était autour du fait qu'on perçoit le monde. On peut parler de la perception, des fautes de perception, mais en gros, on ne parle pas de notre propre expérience comme quelque chose d'important qui compte. C'est comme si C'est la vraiment, philosophie était absolue en fait et qu'on essayait juste de la découvrir ensemble absolue, là où oui, justement on a ensuite compris le côté subjectif, relativiste de la oui, chose. oui. À l'époque, il n'y avait pas de distinction, par exemple, sur les sciences dures et sciences de l'homme. Parce que sciences de l'homme, aujourd'hui, c'est l'expérience qui fait que ce sont des sciences différentes. Comme il n'y avait pas de cette notion d'expérience, il n'y avait pas de distinction à l'époque. Mhm. Voilà, donc je vais passer brièvement avec la métaphysique.
Et pour l'éthique, j'ai déjà un peu mentionné vite fait que ça suivait un peu Aristote, mais pas en entier. Ça parlait du bien, de ce qui est bien. Bon, ce qui est bien, ce qui est mal, évidemment, les vertus. On était déjà dans un Euh, découpage biparti, le bien, le mal, et un peu, voilà, pas. Ouf, je vais pas vous dire exactement, mais bon, c'est oui, il y avait toujours dès le début, mais l'accent est toujours sur le bien. Mhm. Donc, oui, la notion bien et mal, noir et blanc, il était toujours présent dans la philosophie de cette époque de Mhm. l'enseignement. Est-ce qu'en Ukraine, on a touché le stoïcisme, si je prononce bien, stoïcisme? Stoïcisme. Mhm. Euh, je peux pas vous dire exactement, vraiment. Déjà, pour Moyen Âge, et ça s'appelait pas stoïcisme, il y avait le livre de Sénèque où il Mhm. Oui, rédit cynique, oui, le oui, oui, Sénèque, Sénèque, oui. l'être, où il rédit le Platon. C'était assez problématique de lire ces livres parce que Sénèque était païenne. Et dans ses livres, c'est évident la façon dont elle écrit le monde. Mhm. Mhm. C'est même plus problématique que pour Platon et Aristote. Et là, il Mais a... certains philosophes médiévaux ont lu Sénèque et ont tiré quelque chose. Mais le mot stoïcien, c'était pas vraiment prononcé. On peut que déduire qu'il y a influence stoïcienne. D'accord, c'est pas par rapport à Mais la pas dans l'éthique. nomination. En tout cas, c'est rare que c'est dans l'éthique. Oui, je veux dire que est-ce que la philosophie est telle qu'elle, que il n'y a pas vraiment mal et bien, mais le monde est plus complexe que ça, est-ce qu'elle Non. existait? Non. Dieu existe. Oui. Il n'y Dieu a pas de chrétien. relativité Et si là-dedans. on... Dieu existe. Il Oui. faut le maximum. Les questions qu'il s'est posées, c'est pourquoi il y a mal si Dieu existe. Et là, Mhm. sur ces sujets, il y avait plein de livres qui expliquaient ça. Ok, donc je parlais de vertu. C'était, ils ont discuté. L'éthique, ça portait sur le bien, le but. C'est une notion aristotélicienne. Le but est très important. Tout ce qui vivent, ils bougent vers un certain but physique comme métaphysique. Ensuite, il y a les vertus qui étaient prudence, justice, patience et courage. Prudentia, justitia, temperantia, fortitudo. Bon, voilà, c'est les notions principales qui étaient discutées. Ce qui est intéressant de mentionner quand on parle de manuscrits de l'Académie, des philosophies de l'Académie, il y avait un moment où il touchait question de la religion orthodoxe. Mhm. Par exemple, dans les physiques, la question qui a été discutée, comment lors de l'Eucharistie, le pain se transforme en corps du Christ. Vous Mhm. savez, il y a une cérémonie de l'Eucharistie quand les croyants prennent du pain et ils mangent le corps du Christ La qui communion, se ouais. sacrifie pour eux. Donc, à l'époque, ils croyaient qu'ils mangent vraiment le corps du Christ. Donc, la question était vraiment expliquée comment c'est possible. Et il y avait deux théories. Oui, c'était vraiment un grand problème des physiques d'époque. Je vois. Comment, étant donné que ça ressemble, pense à goutte qu'on pain, comment ça se fait que c'est le corps du Christ? Mhm. Et il y avait une théorie de l'annihilation, que le pain disparaît, le corps apparaît au moment où vous mangez, ou, non, plutôt au moment quand c'est consacré, ou conversion, que ça garde sa forme, mais ça change la matière et ses qualités. Donc, D'accord. voilà. Non, ça, c'est Conversio, c'était plutôt... la version Diavotsky. Ouais, deuxième version, c'est plus près de métaphysique, justement, le Mhm. concept. Voilà, Ouais. tout ce que tu Une autre imagines, question, ça devient. une Pardon. autre question pertinente, c'est dans les lavres, dans les grottes, il y a des restes euh, des saints, des reliques. Mhm. Mhm. Et dans la religion orthodoxe, on considère qu'ils ne changent pas.
qu'ils sont préservés dans l'état où ils étaient morts. Mhm. Apparemment, ils sont vraiment assez bien préservés à cause du microclimat qui sont dans les grottes. Mais à l'époque, la question, bon, ils essayaient aussi de répondre dans le cours de physique. La version courte que je connais, c'est parce qu'ils sont orthodoxes. Mhm. Enfin, si on les Non, sort mais des grottes, on va montrer que leur orthodoxie a des limites. ouais. Oui, 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 mais c'est lié au fait que ouais, il y a différents dogmas dans les deux religions et ils ont déduit les phénomènes physiques à partir de ça. Mais voilà, c'était les questions en tout cas pertinentes pour eux qu'ils ont étudiées. Bah voilà, il faut dire que philosophie à l'époque, c'était les citations des citations. Donc, dans cette question qu'ils ont posée, dans les réponses, il y avait déjà 4 siècles de philosophie scolastique. Avec sur chaque question, il y avait plein d'opinions des personnes différentes. Ils ont mentionné Thomas d'Aquin de 13e, Bon Scott de 14e, Suarez de 16e qui a vécu en Espagne. Mais aussi, ils ont souvent mentionné les philosophes qui enseignaient à Lublin, à Varsovie, à Rome. Et dans ces cas-là, c'était plutôt le cas quand les professeurs ont fait leurs études quelque part par là, puis ils ont revenu, ils ont fait leurs cours et ils vont faire référence à des professeurs de ces universités où ils ont étudié. Voilà. Donc, la philosophie, dans cette pratique de philosophie, finit à 1755 parce qu'ils commencent à utiliser les manuels et c'était les manuels de Edmé Pourchot. Le premier manuel, c'était Edmé Pourchot, qui était le recteur de la Sorbonne et qui déjà introduit la philosophie cartésienne. Dans son manuel, c'était voilà, c'était vraiment un grand changement. Et vers la fin 18e, début 19e, ils ont utilisé d'abord manuel de Christian Wolff, allemand, et puis de Christian Baumeister, aussi allemand. Ben, ensuite, la académie était fermée et transformée en académie orthodoxe où ils étudiaient en russe. Mhm. Voilà. Ouais. Donc, oui, Juste oui, une petite question. Par Oui. exemple, là, pour les manuels de la Sorbonne dans les années 1750, d'un point de vue langue, du coup, on était sur quoi? On restait sur un latin? Parce qu'il me semble qu'on commence à être latin. sur des années où on n'est pas loin des années où le latin commence à se fractionner un peu en différentes langues qui deviendront le français, l'espagnol, l'italien, etc. Donc ça me surprend qu'il y ait encore un latin, entre guillemets, commun à ce moment-là. Ok, déjà, première remarque, latin n'était pas fonctionné, ces langues existaient. À part, c'est juste que la grammaire latine a influencé les gens qui ont écrit la grammaire de ces langues. D'accord. Latin, ça vient de la même famille que français, espagnol, italien. C'est pour ça que c'était facile. Mais latin n'a pas vraiment fonctionné. Ok, d'accord. Oui. Latin est resté dans l'éducation jusqu'à début 19e. Pas partout. Ça a commencé de sortir petit à petit, mais 18e, c'est vraiment le période où les différentes langues étaient codifiées. On créait les manuels, les grammaires de différentes langues partout. Mhm. Mais jusque très tard, l'éducation continue en latin. Et même quand les écoles et universités ont passé en langue locale, il y avait des sujets qu'ils ont étudiés en latin. Donc, Mhm. latin restait dans l'éducation jusqu'au début 20e. Ok. Et quand on a commencé à enseigner en ukrainien dans l'académie de Mohila. 1991, quand elle était reconstruite dans la version contemporaine. D'accord. Donc, Non, à assez vrai récent. dire, bon, je compte pas la période où c'était Académie maritime parce que Mhm. enfin, c'était pas vraiment académie, c'était pas vraiment université des sciences humaines, Hmm. ni université générale. Mais je sais pas comment ça s'est passé là. D'accord. Merci beaucoup. C'est, c'était très, très enrichissant. Bah, je vous en prie, j'espère, voilà, que c'était assez clair.
Ouais, Oui, oui. oui. Ok. C'est vrai que la vidéo, un petit peu comme le cours, est très, très remplie des faits, de beaucoup d'informations. Mhm. Mais j'espère que ce sera intéressant à écouter pour les gens, surtout qui cherchent l'information, approfondir l'information et qui sortent Mhm. de ce cadre de TikTok, les vidéos shorts, et qui cherchent quelque chose Ok. plus long et plus instructif. Voilà. Mhm. Ok. Bah, je vous remercie de m'avoir invité et je veux remercier je veux remercier surtout Mykola Simčić qui m'a donné l'accès à tous les manuscrits pour que je puisse choisir des illustrations pour vous et sur à tous les professeurs qui ont travaillé sur ces sujets, Zoya Krejniak, Larissa Dobra. D'ailleurs, une anecdote pour vous comme une histoire. Un des premiers professeurs de l'académie, Inokianti Hizel. C'est le seul qui a ses œuvres complètes éditées, qui est sorti en Ukraine, et en 3 tomes. Le premier, 3 volumes, premier volume, c'est en latin, avec l'intro en anglais. Et ce que j'ai fait en 2123, il y a un an, j'ai pris contact avec Larissa Dovra, l'éditrice, et j'ai dit ce serait bien que ces livres soient présents à Paris. Mhm. Et elle m'a envoyé 12 exemplaires de ces livres. Je l'ai ramené à la bibliothèque de l'Institut des langues et civilisations orientales, INALCO. Et aujourd'hui, sur le Bolac, vous pouvez trouver Innocent Gisèle, œuvre complète. Et c'est bien marqué que c'est ukrainien, parce que Mhm. souvent, les œuvres ukrainiennes sont marquées comme russes dans les bibliothèques françaises, c'est un vrai problème. Mais cette fois, c'est bien marqué comme ukrainien parce que personne qui travaillait là-bas à l'époque était aussi ukrainienne. Donc, j'ai fait cette transmission de livres et aujourd'hui, vous pouvez taper dans le catalogue de Boulac et aller consulter sur place, sachant que le premier tome est en latin, il y a un intro en anglais. Mhm. Mhm. D'accord. C'est très bonne référence, je vous remercie. Et je sais qu'on n'a pas préparé cette question, mais peut-être vous pouvez encore conseiller à nos spectateurs deux, trois livres en philosophie ukrainiens ou écrits par les Ukrainiens, modernes ou anciens, qui est traduit en français, si vous connaissez. Oula, je crois qu'il n'y a pas. Ah, Traduit en français, c'est... c'est ça que C'est un vrai craignais. dommage. Mhm. Oui, 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 C'est un c'est. vrai dommage. Je Est-ce... sais que quelqu'un travaille sur les traductions de Skovoroda, ce sera super pertinente. Par contre, si vous pouvez trouver les articles de Volodymyr Yermolenko ou Tetiana Harkova, qui paraît dans Le Monde, dans les autres éditions. Il y a aussi Tejden, c'est un revue ukrainien qui a traduit notamment Taras Luty. Donc, au niveau d'articles sur philosophie contemporaine, décolonisation, ces 3 personnes, Luty, Oharkova, Yermolenko, vous pouvez trouver dans les revues contemporaines. Oharkova et Yermolenko sont des francophones. Ils ont d'ailleurs un podcast sur l'Ukraine, L'Ukraine en vous pouvez français, aller consulter. qui est Et très bah, ce bien. sont des philosophes. D'accord. Concrètement, vous pouvez trouver un truc sur la philosophie. Mhm. Donc, Volodymyr Yarmolenko. Je Mhm. pense qu'on laisse dans la Ouais. description ces noms, Tatiana Ah, Ogarkova et Taras Luty. mhm. Ça prononce Il y comme a ça? aussi, oui, j'ai oublié, il y a Konstantin Sivov, Les Lettres de Kiev, qu'il a écrit en 2022. Mhm. C'est un philosophe. Il est connu en France comme philosophe, en Ukraine comme éditeur, mais il est aussi présent à la Oui, oui, scène il est passé intellectuelle. à Lyon Il a chez nous. édité ses petits livres sur l'Ukraine que vous pouvez aussi Mhm. lire. Ok, on laisse les références dans la description. Si on trouve les liens directs, on laisse aussi dans la description Tout pour à que fait. vous puissiez trouver. Mhm. On remercie encore une fois Irena Listopad. Euh, je te laisse dire le mot conclusion. Oui, ben...
Voilà, j'espère que l'aspect philosophique aura intéressé tout le monde, surtout sur cette vidéo. Voilà, merci encore aussi pour la structure. Moi, j'ai trouvé très agréable ce côté très structuré de votre vidéo. Et voilà, je dis à tout le monde à bientôt pour une prochaine émission. Je ne sais pas encore sur quel sujet. Et puis les classiques, abonnez-vous, pouce, etc. Je ne sais pas sur quel média on sera, donc on verra bien. On fait comme on peut. Merci et Merci. au revoir à tout le monde.